Olivier, bonjour. Bonjour Ilana, bonjour Nicolas. Merci beaucoup d'être avec nous Christophe pour votre édito comme chaque semaine. Alors on va évidemment parler de ce qui se passe en Europe. Vous l'avez vu avec cette scène surréaliste entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky. Mais d'abord un mot du Proche-Orient. On le sait en ce moment, c'est assez compliqué. Le Hamas veut passer directement à la seconde phase de l'accord avec Israël. Conséquence de ce refus, Israël a suspendu l'aide humanitaire à Gaza avec le soutien des États-Unis. Ça semble assez compromis là, les négociations pour la libération des otages. Pourquoi, selon vous aussi, est-ce que c'est uniquement la faute du Hamas ? Non, c'est un entrelac compliqué de diplomatie et de politique intérieure israélienne. Ajouté à cela, évidemment, les nouvelles ambitions du Hamas. Ça a été d'ailleurs très bien expliqué tout à l'heure sur cette antenne. Qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que le Hamas a pu profiter à plein de la première phase du cessez-le-feu. Non seulement récupérer, évidemment, les prisonniers qui ont été libérés, dont certains ne manqueront pas de redevenir rapidement des combattants ou des soutiens aux combattants. Ensuite, profiter de l'aide humanitaire qui est entrée, qui a profité bien sûr aux populations civiles, mais qui a aussi permis au Hamas sans doute de recréer un lien de domination, d'oppression avec cette population, le contrôle de l'aide alimentaire, tout comme d'ailleurs sans doute aussi le contrôle des logements dans un paysage qui est largement en ruine, donne au Hamas un ascendant. Et puis troisièmement, c'est peut-être le plus important, les démonstrations, les mises en scène lors des libérations d'otages ont permis d'envoyer un message au monde entier. Le Hamas n'a pas été éradiqué, les troupes sont en ordre, la popularité est là et la manipulation par les images de l'opinion mondiale a battu son plein pendant ces quelques semaines de libération. Donc le Hamas veut tirer bénéfice de cette première période. Avant d'ouvrir quoi ? C'est compliqué pour eux. Ils vont pas repartir immédiatement dans une phase offensive. Ils vont continuer à travailler l'opinion et ils vont essayer surtout de profiter des faiblesses de Israël. Or, côté israélien, il me semble que c'est la politique intérieure qui est en train de parasiter ce processus avec cette contradiction majeure qui a été très bien expliquée tout à l'heure. Si Netanyahou avance trop vite, sa majorité explose. Si Netanyahou n'avance plus, eh bien l'opinion qui met maintenant la libération des derniers otages au rang des premières priorités, l'opinion se retournera contre lui. Si j'ose dire, il joue perdant-perdant. Le temps qui passe maintenant joue contre Netanyahou, ça ne va pas aider. Dernier élément, Trump qui a fait une entrée en fanfare dans ce conflit israélo-palestinien, dans l'affaire de Gaza, et qui maintenant semble occupé par autre chose. Qu'est-ce que Trump va réamorcer ? Sur quel accélérateur va-t-il appuyer dans les semaines qui viennent ? Mais effectivement, parce que ce qu'on voit et ce qu'on dit, c'est que les vrais négociateurs finalement derrière ce qui se passe avec le Hamas, c'est les États-Unis. Selon le porte-parole de la Maison-Blanche, le Hamas n'est plus intéressé par un cessez-le-feu négocié, alors que Jérusalem, je cite, est de bonne foi depuis le début. C'est Trump, c'est l'administration Trump qui dirige toutes ces négociations, ce n'est pas Israël. Oui, bien sûr, c'est Trump, c'est l'administration américaine qui donne le ton, mais dans quel but ? Est-ce qu'il faut croire aux délires absolus de la vidéo que Trump a relayée sur son compte, vidéo réalisée par intelligence artificielle et montrant Gaza dans une espèce de délire digne des Baléares ou d'un paradis fiscal ? Bon, évidemment, ce n'est pas sérieux. Alors, quelle est la réalité de la politique américaine ? En lien, bien sûr, avec d'autres puissances. On parle à Riyad, bien entendu. On parle au Qatar. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Les affirmations américaines sont trop péremptoires pour être le reflet exact de la réalité. Alors Donald Trump aussi qui a pris à bras-le-corps le dossier ukrainien. Christophe, vous avez vu cette scène ce week-end qui a tourné partout, cette discussion entre Volodymyr Zelensky et le vice-président américain Vance avec Donald Trump, une véritable humiliation subie par Zelensky. D'abord, qu'est-ce que vous en avez pensé ? C'est évidemment un événement diplomatique inouï, inédit, on n'avait jamais vu cela. Et Dieu sait s'il a dû se passer des choses rudes dans le bureau ovale de la Maison-Blanche depuis 200 ans. Mais à la télévision, en direct, ça c'était une première. Par ailleurs, nous avons eu affaire à un Donald Trump et surtout à un vice-président, J.D. Vance, d'une brutalité extrême qui semblait ne pas s'adresser au monde, ne pas s'adresser à l'Amérique, mais s'adresser à leurs électeurs, au noyau dur de leurs électeurs qui n'en ont rien à faire de l'Ukraine et qui ne veulent qu'une seule chose, c'est qu'on abandonne très vite l'Ukraine à ce type musclé et carré qui s'appelle Vladimir Poutine et qui est un gars très bien. Voilà ce que pense le cœur de l'électorat républicain de Donald Trump. Mais en face à cela, nous avons eu un Volodymyr Zelensky qui a été à la fois un monument de dignité, qui a tenu tête. Il était dans un guet-apens, avec une journaliste russe dans la salle, avec des conseillers de Trump, avec des politiques qui lui étaient hostiles. Il était tout seul. Il n'était soutenu par personne, à part la pauvre ambassadrice éplorée. Il a tenu tête, grande dignité, grande solidité. Et en même temps, il n'a pas su ruser. Il a été surpris, il a été piégé. Et il en ressort affaibli. Ce qui m'inquiète pour Zelensky, c'est que depuis, les Américains disent « L'Ukraine, on continue à négocier. » Mais pas avec lui. On veut quelqu'un d'autre.
avec une affirmation qui est de dire mais pourquoi il n'y a pas d'élection en Ukraine? Il n'y a jamais d'élection dans des pays en guerre. Et de l'autre, dire trouvez-nous quelqu'un d'autre, quelqu'un qui puisse discuter avec Moscou et discuter avec nous. C'est ça le principal risque pour Volodymyr Zelensky à l'issue de ce clash. Alors que signifie justement ce clash? Est-ce qu'on doit en conclure désormais que Donald Trump, que les États-Unis vont abandonner l'Ukraine qui se bat depuis 3 ans contre l'agresseur qui est la Russie? Je ne crois pas que les États-Unis vont abandonner l'Ukraine. Plus exactement, l'Ukraine, ils s'en fichent des Ukrainiens, ils se moquent de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Mais il y a en Ukraine quelque chose qui les intéresse beaucoup, c'est les fameuses terres rares, les minerais dont on aura besoin dans quelques mois, dans quelques années, de manière drastique sur cette planète pour faire tourner nos ordinateurs et nos téléphones. C'est l'enjeu. Général Pellistrandi nous disait vendredi matin, les terres rares seront au 21e siècle ce que le pétrole a été au 20e et le charbon au 19e. C'est-à-dire l'enjeu de toutes les ambitions économiques et souvent la raison de toutes les guerres. Donc les Américains ne laisseront pas tomber les minerais, donc ils vont trouver un autre moyen de continuer à régler le cas ukrainien. La résistance de Zelensky a aussi humilié Trump, parce qu'il est arrivé en disant en 24 heures je règle ce conflit, puis il s'est donné 100 jours, et les 100 jours sont bientôt écoulés, et il n'y arrivera pas. Ça explique aussi pourquoi les Américains s'énervent. Alors il y a eu les réactions en Europe, évidemment, Emmanuel Macron qui a dit il faut choisir, soit subir, soit agir. On a vu que Volodymyr Zelensky a été reçu à Londres aussi, avec beaucoup de respect, beaucoup d'honneur. Quel sens ça prend justement tout ça? Ça prend un sens très profond parce que on va regarder par qui il a été reçu. D'abord, il a été reçu par le Royaume-Uni, c'est-à-dire l'allié le plus fidèle, le vassal, diraient certains, des États-Unis. Eh bien, Keir Starmer n'a pas tremblé. Aussi, ouais. Il a reçu Zelensky contre Trump. Vous l'avez dit, plus que de Starmer, le roi. Donc c'est la nation britannique, dans ce cas-là de plus symbolique, qui dit nous sommes aux côtés de Zelensky, pas aux côtés de Trump. Rupture quand même très importante. Ensuite, il y avait l'Europe. Mais quelle Europe? Il n'y avait pas que l'Union européenne, puisqu'il y avait l'Union européenne et les Britanniques. Les Britanniques qui ont quitté, qui ont claqué la porte de l'Europe. Donc c'est la grande Europe dont on parle. Plus, il y avait la Norvège, par exemple, qui arrive avec son fonds souverain, riche de millions d'hectolitres de pétrole. Et puis il y avait la Turquie. La Turquie, ce n'est pas l'Europe, ça ne le sera sans doute jamais. La Turquie qui est si prompte à discuter avec Poutine et à se discuter avec les Américains. La Turquie qui est dans l'OTAN. Hier, la Turquie était à Londres, aux côtés de Zelensky. Donc vous voyez, cette solidarité ou cette union a été plus large que prévu. Donc on est bien dans une redéfinition stratégique de ce qu'est l'Europe par rapport aux risques géopolitiques. Alors justement, certains disent que Donald Trump a un mérite, c'est celui d'avoir un petit peu secoué le cocotier de l'Europe qui maintenant prend des décisions clairement. Après 3 ans de guerre, l'Europe qui vise désormais l'autonomie stratégique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les Européens ont enfin compris que le temps de l'OTAN, c'est-à-dire du parapluie sécuritaire américain, était révolu. Il était en train de s'éteindre. Il a commencé en 1945 et même en 1917, diraient ceux qui pensent à la Première Guerre mondiale. Mais enfin en 1945, c'était clair, les Américains vendaient la sécurité à l'Europe en échange de l'apport de leurs produits culturels et de leur Coca-Cola. C'était comme ça. Et ça a marché de 45 à 89. À partir de 89, on s'est dit, mais on n'a plus besoin des Américains. Ça va être la paix partout, la démocratie partout. Il n'y a plus de soviétiques. On n'a plus besoin de l'OTAN. On s'est rendu compte assez vite que c'était un peu plus compliqué, qu'il y avait d'autres dangers, l'islamisme bien sûr, et puis la renaissance des empires, notamment l'Empire chinois et l'Empire russe. À ce moment-là, Macron a dit, oui, mais l'OTAN est en mort cérébrale. Et il avait raison. La guerre de 2022 a réveillé l'OTAN, a réveillé la nécessité de l'Amérique au secours des Européens. Et puis Trump vient nous dire non, c'est terminé ça. Biden s'est trompé pendant quelques années. Nous allons vraiment nous retirer, ou en tout cas faire payer notre soutien. Et leur soutien est trop cher pour être payé rubis sur l'ongle par les Européens. Donc nous allons devoir nous débrouiller tout seuls. Avec des alliés, bien sûr, les Américains ne sont pas nos ennemis, mais en n'ayant pas des soutiens automatiques. Et c'est ça qu'il faut construire, sauf qu'on avait 10 ans ou 20 ans pour le construire, et on va devoir le faire en 4 ou 5 ans. Alors, c'est-à-dire, comment, justement, se construire seul? Est-ce que l'Europe, d'ailleurs, a les moyens de son ambition, Christophe? L'Europe n'a pas les moyens de son ambition. Les économies sont affaiblies, alanguies, Allemagne comprise, et les pays sont endettés, la France au premier rang. Donc nous n'avons pas le premier centime pour construire ce qui doit être construit, c'est-à-dire une industrie militaire extrêmement puissante, rapide, qui nous dote de tout ce qu'on manque, des missiles sol-air, des blindés, des avions, enfin on est en retard sur tout, des drones bien sûr, la cyberguerre. Et pour faire ça, il va falloir choisir. Il va falloir choisir entre le confort du modèle social européen, qui est très sympathique, très bien, on l'a bâti aussi depuis 1945, et il n'est plus financé, il crée notre dette et il nous empêche de développer ce que le ministre de l'économie française a appelé de ses voeux, c'est-à-dire une économie de guerre. Une économie de guerre, c'est très clair, c'est que tout passe d'abord par la guerre. Le moindre centime qui est dépensé avant d'aller dans l'éducation, dans la culture, dans le social, dans les routes,
On se demande s'il ne doit pas être mis dans les obus ou dans les chars. On a connu ça entre 14 et 18, on a connu ça à plusieurs reprises. À chaque fois, on finançait cet effort de guerre par les sacrifices de la population, on n'y échappera pas. Par l'endettement, je ne vois pas comment on va faire, un endettement supplémentaire. Et puis, par l'aide financière d'autres pays qui, après, venaient se rembourser sur notre économie. Le plan Marshall, c'était ça. Est-ce qu'on va demander aux Chinois de nous aider pour financer notre défense européenne? Est-ce qu'on va redemander aux Américains? Est-ce qu'on va demander aux GAFAM? Parce que les immenses liquidités financières, elles sont là-bas. Réponse dans les mois ou les années qui viennent. La question sous-jacente finalement à tout ça, c'est une question que posait Jean-Dominique Merchet. Est-ce qu'on est prêt pour la guerre face à la Russie, face à des États beaucoup plus puissants finalement? On est un pays très vieux, on est un pays assez lâche, on est une Europe qui est bien dans son confort et qui a envie de dire « Oh, une minute encore, monsieur le bourreau ». Et puis finalement, être dominé, mais être tranquille, est-ce que c'est pas mieux que d'être libre, mais être dans la guerre? Voilà le sentiment qui travaille les Européens. C'est tout simplement le sentiment munichois. C'est-à-dire plutôt laisser l'ennemi avancer que de se dresser contre lui et de risquer la violence. Munich, au sens de 38, bien sûr, quand on a abandonné les Sudètes et la Tchécoslovaquie à Hitler. Munich aussi au sens de 2025, puisque c'est à Munich qu'il y a 10 jours, Vance nous a dit que l'Europe ne méritait plus d'être défendue. Alors l'autre sujet d'actualité, il nous reste 3 minutes, Christophe, c'est ce qui se passe en France. On l'a vu, on en a parlé d'ailleurs la semaine dernière avec Rima Hassan, la députée européenne, qui a considéré chez nos confrères de Sud Radio que l'action du Hamas était légitime dans le droit international, ce qui lui a valu d'être dénoncée pour apologie du terrorisme, notamment par le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Alors une nouvelle provocation selon vous, ou est-ce que là on a franchi quand même un palier? Est-ce que c'est plus grave que les fois précédentes? C'est à la fois la même chose et c'est plus grave parce que c'est une récidive et la récidive ça aggrave le cas. Pourquoi Rima Hassan dit cela? Elle l'avait déjà dit dans Le Crayon il y a quelques mois, le média Le Crayon, en répondant vrai à la question, l'action du Hamas était légitime. Et entre-temps, ça s'est évaporé. La procédure s'est perdue dans les sables, tout comme la procédure comme Mathilde Panot a été classée sans suite. Donc la justice donne un blanc-seing à ce type de provocation. Provocation d'ailleurs formulée en termes rusés. Elle parle du contexte de colonisation, elle dit que sur la résistance, ça c'est sujet à interprétation. Elle dit bien que l'action est légitime, sauf certaines exactions. Lesquelles? Et ça veut dire que d'autres exactions du 7 octobre, elles, n'étaient pas dans ce périmètre de l'illégitimité. Alors quand on lui dit les viols, les meurtres d'enfants, elle dit oui, bien sûr, ça ce sont des exactions. Mais le reste, elle le légitime. On sait maintenant qu'il y avait des civils, on sait les différentes vagues qu'il y a eu. Donc elle joue sur cette ambiguïté. Et elle fait confiance, si j'ose dire, dans l'impuissance ou l'indulgence ou la peur de la magistrature pour encore une fois, la laisser passer entre les mailles, et ça, c'est très grave. Alors, certains ministres, aujourd'hui, on l'a vu d'ailleurs hier soir, demandent qu'elle soit déchue de sa nationalité, Rima Hassan. Est-ce que c'est vraiment possible? Écoutez, j'ai regardé ça par tous les bouts, je suis pas spécialiste en droit, mais ça me semble impossible. On ne peut déchoir quelqu'un qui a été naturalisé français que s'il est prouvé qu'il a commis des actes de terrorisme, pas de l'apologie, qu'il a travaillé pour un service étranger, que c'est incompatible avec sa nationalité. Et s'il a une autre nationalité, on ne fabrique pas d'apatride en France. Qu'était la nationalité de Rima Hassan avant sa naturalisation en 2010? Elle était apatride. Elle a été apatride pendant toute son enfance, puis française. Nous ne la renverrons pas vers le no man's land de l'apatride. Donc, on ne pourra pas la déchoir. On peut le dire, ça fait plaisir, mais ça va encore lui offrir une victoire. Elle dira, vous voyez, ils n'ont pas réussi, donc c'est que j'ai raison. Non, ce qu'il faut faire, c'est se concentrer sur apologie du terrorisme en redéfinissant le terme, en étant plus précis et plus agressif dans les sanctions. Eh bien, merci beaucoup, Christophe Barbier. Merci pour ces informations, ces précisions, cet édito. Comme chaque semaine, on vous retrouve demain matin avec votre invité. Ça sera Pierre Jouvet, député européen socialiste. Merci beaucoup. Radio J.